C'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous allez bien car toute l'équipe en studio est au taquet pour cet épisode. Bienvenue dans ce 8e épisode de JT Sport, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse, retraçant chaque semaine l'actualité du sport à Toulouse, en France et dans le monde. Je suis Jean Commuguer, votre présentateur pour l'épisode, et je suis entouré d'une équipe de choc. Tout d'abord, Quentin fera le tour du parcours des clubs de rugby français en compétition européenne. Stade Toulousain, UBB ou encore Rugby Club Vanté, nous scruterons ensemble leurs résultats du week-end. Ensuite, les grands moments du sport de la semaine n'auront plus de secret pour vous grâce à l'expertise de Léopold. Daniel, de son côté, nous fait prendre le Concorde, direction les United States of America, où la French Touch arrive même en ligue de basket féminine. Et enfin, avant de terminer avec un quiz nouveau format pour faire remuer vos méninges, Pierre et Romain débattront d'un sujet épineux dans le monde du football. Restez à l'écoute pour découvrir de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, et pour commencer ce podcast sur les chapeaux de roue, accueillons celui qui règne sur les réunions du podcast d'une main de fer et qui a décidé de se mêler à nous autres chroniqueurs, c'est Corentin pour l'actualité de la région. Salut Corentin. Salut Jean Com. Du côté du football féminin, le scénario n'a pas été en faveur des Toulousaines dimanche après-midi. Et non Jean Com, les Violettes ont longtemps pensé repartir avec les 3 points ce dimanche lors de cette rencontre de la 10e journée de seconde ligue féminine, mais doivent finalement se contenter du match nul face au LOSC. Score final 2-2 et des regrets au vu de la performance globale des Toulousaines. Tout avait pourtant mal démarré avec une ouverture du score lilloise à la 26e minute de jeu. Devant les quelques 7000 spectateurs venus encourager le TFC féminin, les joueuses d'Antoine Gérard ont continué à jouer leur football et ont fini par égaliser sur un CSC nordiste 10 minutes avant la pause. Puis, à peine 5 minutes après être revenues des vestiaires, les Toulousaines ont pris l'avantage grâce à Célène Alkoun-Toulak, énorme cet après-midi, qui a parfaitement ajusté la gardienne adverse d'un plat du pied bien assuré. Déjà à l'origine du CSC lillois, la Toulousaine a sorti une grosse performance, marquant d'ailleurs là son premier but cette saison, mais cela n'a pas suffi à ramener la victoire pour les Violettes. À 10 minutes de la fin, sur un ballon assez anodin, la défense toulousaine relance directement sur Julie Pian, qui ne s'est pas fait de prier pour ajuster Marie Simati sur une frappe bien travaillée à 25 mètres. Au coup de sifflet final, les deux équipes se quittent sur un match nul, 2-2 donc, et des regrets côté toulousain. Mais qu'a pensé le coach toulousain de la performance de ses protégés ? En zone mixte, Antoine Gérard s'est montré globalement satisfait de la prestation de ses joueuses, mais évidemment le résultat ne lui a pas plu. Il a bien souligné que son équipe était plus déséquilibrée qu'à l'accoutumée et que le TEF aurait dû tuer le match quand il en avait l'occasion. Résultat, les Toulousaines se font punir sur la seule vraie occasion lilloise en deuxième période et peuvent avoir des regrets. Il est aussi rapidement revenu sur l'année 2024 des Violettes qui ont été championnes de Détroit et qui sont actuellement 3e de seconde division féminine. Il a parlé d'un projet club qui avance et va dans la bonne direction en se gardant bien d'évoquer une possible montée du club en fin de saison. Cap désormais sur le 2e tour de Coupe de France dimanche prochain, lors duquel le TFC accueillera Colomiers pour conclure en beauté ce beau cru 2024. Et qu'en est-il des autres clubs toulousains ? Les autres sports ont-ils été mis à l'honneur ? Les équipes toulousaines n'ont pas vécu un week-end spécialement flamboyant. Côté football, les garçons du TFC se sont inclinés 2-0 en Ligue 1 sur la pelouse de Monaco. En handball, le Phoenix s'est également incliné à domicile 31-28 contre le PSG. Enfin, petite éclaircie dans le ciel toulousain avec la victoire des Spacers du volleyball face à Cannes 3-7-1 en Ligue 1. La fête aura surtout été sur les terrains de rugby ce week-end, mais ça, c'est Quentin qui va vous en parler. Merci Corentin pour ce tour des équipes de Toulouse et pour avoir bravé le froid et la pluie ce dimanche pour les filles du TFC. Ce sacrifice n'a pas été vain. On reste sur les terrains verts, mais on change de poteau pour transformer l'essai grâce à Quentin et sa rubrique 100% rugby. Voici l'actu Natio. Salut Quentin. Salut Jean Com. Et Quentin finit le ballon rond, place à l'Ovalie. Et oui, on commence directement par la Champions Cup, la plus importante compétition européenne de la saison. La première journée a eu lieu ce week-end et 8 clubs du top 14 entrés en lice. Avant de nous donner les résultats de notre club français, un récap du fonctionnement de la compétition ? Pour les novices ou connaisseurs de l'Ovalie, un rappel ne fera pas de mal. En Champions Cup, 24 équipes sont réunies au départ en 2 poules de 12. Après 4 matchs, les 8 premiers de chaque poule se qualifient pour les 8e de finale.
Ensuite, les phases finales sont des matchs à élimination directe et voient la meilleure équipe s'imposer. L'année dernière, c'est le Stade Toulousain qui a remporté le Graal. Mais alors, qu'ont fait nos clubs français ce week-end ? Avant de parler de nos Toulousains justement, je vous rassure, ils ont fait le job. La première équipe française à commencer sa saison européenne était La Rochelle ce vendredi 6 décembre. Déplacement compliqué chez les Anglais de Basse, mais victoire finale 24-20 pour les doubles vainqueurs de la compétition. Une bonne entrée en matière pour des Rochelais qui galèrent en top 14. Le lendemain, dans l'ordre, Clermont, Castres, le Stade français, Toulon et le Racing jouaient leur premier match. Résultat, 3 victoires sur 5 et 2 corrections prises par le Stade français au Munster et par les Castrés à Northampton. Enfin, ce dimanche, nos 2 meilleures chances françaises étaient de sortie. Je parle bien sûr de l'UBB et du Stade toulousain. Les Bordelais ont largement pris le dessus sur Leicester 42-28 au Stade Chaban-Delmas. Même sanction infligée par nos Toulousains aux Irlandais d'Ulster à Nesvallon. Après une première période de rêve avec 6 essais, les protégés d'Hugo Mola ont déroulé pour remporter le match 61-21 et repartir avec le bonus offensif. Et en Challenge Cup, qu'en est-il des clubs français ? Qu'a fait Vannes, notre petit poussé ? Imaginez-vous disputer le premier match européen de l'histoire de votre équipe à Tbilissi en Géorgie et marquer le premier essai de la rencontre. Magique, non ? C'est ce qui est arrivé au demi-mêlée italien Stéphane Varney samedi lors du match entre les Black Lions et Vannes. Avec cet essai marqué tôt dans le match, les Bretons ont bien cru accrocher leur premier succès européen, mais ils se sont finalement inclinés 22-19 sur une pénalité en fin de rencontre. On le rappelle, ici le fonctionnement n'est pas le même qu'en Champions Cup. 18 équipes sont divisées en 3 groupes de 6. Les 4 meilleurs clubs au classement, après 4 matchs, se qualifient pour les phases finales. Sur ces 18 équipes, 6 clubs français sont en lice. Justement, dans les autres matchs, Montpellier a gagné face aux Gallois des Dragons. L'Aviron Bayonnais a pris le meilleur sur les Scarlets 17-16. Le Loup s'est facilement défait de Cardiff 37-26. Pareil pour Pau face aux Newcastle Falcons, victoire 32-19. Et enfin, Perpignan n'a pu faire mieux qu'un nul face aux Sud-Africains des Cheetahs, 20 partout. Merci Quentin pour l'actu rugby. Outre la Champions Cup et la Challenge Cup, il y a d'autres événements dans le monde du sport qui méritent leur moment de lumière cette semaine. Et Léopold, il est là pour ça. Salut Léo. Salut Jean-Com. On ouvre avec un gros feuilleton, le procès de Paul Pogba. Sans Paul Pogba. Absent l'audience, l'ex-joueur de la Juventus accuse 6 proches, dont son frère Mathias, d'avoir tenté de lui extorquer 13 millions d'euros en 2022. Face à un réquisitoire implacable, les avocats des prévenus contre-attaquent, dénonçant une enquête bâclée et une justice, je cite, à la recherche de coupables. Pour eux, cette nuit du 19 mars 2022 n'était pas un braquage, mais une réunion tendue entre anciens amis réclamant leur part du gâteau. Pas des criminels, juste des proches déçus donc, résume Maître Harir. Après une semaine d'audience à Paris, c'est désormais le silence avant le verdict, prévu pour le 19 décembre. Mathias Pogba, frère du footballeur, a tout de même exprimé son regret. Je m'excuse auprès de Paul. Un aveu de culpabilité ou un dernier espoir de clémence. Les accusés, eux, ont préféré osciller entre victimisation et remords. Bon, je crois qu'on a de l'actu beaucoup plus positive en Formule 1. Oui, mon très cher Jean-Com, avis à tous les fans de la voiture rouge. Ce week-end, à Abu Dhabi, les 2 frères Leclerc se sont retrouvés ensemble sur la piste pour les essais libres. Une première, 18 ans après les frères Schumacher. Alors, le résultat pour Arthur Leclerc, un 18e temps qui n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est un premier pas. De son côté, Charles, bien plus expérimenté, a dominé la séance avec le meilleur chrono. De quoi bien terminer cette saison de Formule 1. Une nouvelle qu'on n'est pas prêt d'oublier, mais alors, qui a remporté cette saison de Formule 1 ? Tu me poses sérieusement la question, Jean-Com. C'est évidemment Supermax, un 4e titre consécutif pour le néerlandais malgré sa 6e place hier. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, en tout cas tu t'inclines devant son talent. Il a encore dominé 2024 comme un patron, et pourtant cette saison, les fans de F1 n'ont pas dû s'ennuyer. Ce GP d'Abu Dhabi en est la parfaite illustration. En grand vainqueur, Lando Norris offre à McLaren la victoire au championnat des constructeurs, quand on pense qu'ils étaient à des années-lumière de Red Bull en 2022. De l'autre côté, Ferrari, qui avait tout pour briller cette saison, a encore trébuché sur ses propres erreurs stratégiques. Les 2e et 3e places de Carlos Sainz et Charles Leclerc, solides mais insuffisantes, résument bien leur année. On a déjà hâte de la saison prochaine alors. À quelques kilomètres de là, en Arabie Saoudite, des Français vice-champions du monde ce week-end. Et oui, la France frappe fort à Riyad ce week-end. C'était la première Coupe du Monde de Rocket League, la FIFA eWorld Cup 2024. Après une préparation soignée à Clairefontaine, l'équipe tricolore de Rocket League a dominé l'Espagne et le Maroc avant de tomber face aux organisateurs, l'Arabie Saoudite 4-0. Arrivés en favori, nos Bleus n'ont pas déçu, de quoi renforcer la place de l'e-sport en France.
Et côté sport d'hiver, il y a aussi une page qui se tourne sur les patinoires, pas vrai? C'est la fin d'une ère, mon Jean-Côme. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, le duo mythique de la danse sur glace, raccroche les patins après une décennie de règne. Champion olympique à Pékin en 2022 et détenteur de 5 titres mondiaux, les deux Français ont décidé de mettre un terme à leur carrière sportive. Ils ont annoncé la nouvelle ce mardi 3 décembre. Et à Kontiolahti, autre discipline, autre ambiance. Et oui, pour la première étape de la Coupe du Monde, le biathlon français s'est fait remarquer. Émilien Jacquelin a dominé d'entrée de jeu le sprint avec un sans faute au tir. Il signe sa première victoire depuis presque 3 ans. Le lendemain, si Jacquelin s'est montré plus discret, c'est Éric Perrault qui a brillé lors de la mass start. Parfait au tir, il a enchaîné les virages et a pris le meilleur sur le reste du peloton. Une victoire qui lui permet de décrocher pour la première fois le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Sacré coup pour le garçon. Merci Léopold, on vit un joli tour du monde sportif depuis le début de ce podcast. Prochaine destination, les États-Unis, où un Français va goûter au rêve américain. On voit ça tout de suite avec Daniel. Bonjour à toi. Bonjour Jean-Com. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il nous casse les c***. Oui, l'entraîneur Rachid Méziane va rejoindre la WNBA à partir du 1er janvier 2025. Il signe à la franchise des Connecticut Suns et il rentre dans l'histoire en devenant le premier coach de formation française à s'exporter vers l'Oncle Sam. Rien que ça. Il doit avoir un sacré palmarès pour atterrir aux États-Unis. C'est clair, son armoire à trophées doit rendre jaloux. Bon, déjà, il quitte son poste alors qu'il est au sommet de son art. C'est simple, Villeneuve-d'Ascq est champion de France 2024 et les filles, elles sont allées jusqu'en finale d'Euroleague. En bref, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Et ce n'est pas tout. En sélection nationale, notre coach ne chôme pas du tout. Depuis 2022, il est entraîneur de la sélection féminine belge. Et la Belgique, elle roule sur la concurrence. Pendant l'Eurobasket 2023, les Red Cats se sont imposés contre la France en demi-finale et elles ont tout simplement remporté la compétition en battant les Espagnols. Aux Jeux Olympiques, notre entraîneur national a assumé son statut en hissant la Belgique à la 4e place, titillant la médaille de bronze. En résumé, Rachid Méziane a un CV de patron. Bon, je vois qu'on peut compter sur lui. Concernant la nouvelle équipe qu'il va gérer, comment ça se passe? En soi, la situation est plutôt bonne, même très bonne. La franchise a terminé la saison régulière avec un bilan de 28 victoires pour seulement 12 petites défaites. Une deuxième place dans la conférence Est qui n'aura finalement pas d'effet, puisque les Suns ont été éliminés en finale de conférence. Une grande déception après avoir été en finale WNBA il y a seulement 2 ans. Le Connecticut n'a tout simplement jamais remporté de titre en WNBA. Rachid Méziane a désormais un objectif, décrocher la bague. Merci Daniel, on va scruter ces résultats avec l'équipe des Connecticut Suns. Retour en Europe à présent, on atterrit à Roissy-Charles de Gaulle avant de se diriger vers le Parc des Princes. Pierre et Romain nous y attendent pour un débat qui prend de l'ampleur auprès des spécialistes du ballon rond et du virage Auteuil. C'est l'heure du débat. C'est une réussite insolente. Vous pensez? Moi je pense pas. Mais non! Arrête, franchement, je m'en vais. Arrête de dire ça. Messieurs, bonjour. Salut Jean-Com. Cette semaine, la Ligue des champions de football reprend du service lors de sa 6e journée de rencontres européennes. Pour le Paris Saint-Germain, c'est le moment de vérité. Il ne reste plus que 3 matchs pour espérer une qualification en barrage, la 8e place étant désormais inatteignable. Après des résultats faibles, il semblerait que Luis Enrique soit au cœur de la tempête. En cas d'élimination en Champions League, l'entraîneur espagnol devrait être renvoyé par la direction. C'est en tout cas ce que pense Pierre à ma gauche, qui va défendre son point de vue face à Romain. C'est à toi Pierre. Effectivement, moi je vois mal comment Luis Enrique pourrait survivre à une élimination du PSG dès la première phase de Ligue des Champions. Ça voudrait quand même dire que le PSG fait partie des plus faibles équipes de la compétition et ce serait quand même une vraie déception, d'autant que quand on regarde l'historique du PSG sous QSI, les entraîneurs n'ont pas toujours fait long feu quand il y a eu des résultats insatisfaisants ou décevants. En décembre 2022, Thomas Tuchel, il est que 3e de Ligue 1. On ne fait pas dans les sentiments, malgré la victoire 4-0 à Strasbourg, il dégage. 1 an et demi plus tard, son remplaçant Mauricio Pochettino, il est éliminé dès les 8e de finale par le Real en Ligue des Champions. Pareil, à l'été, on s'en sépare. Donc là, je vois pas comment Enrique, s'il sort dès le tour préliminaire, peut tout simplement réussir à sauver sa place. Bon, moi, je pense, Pierre, que tu parles d'échec. Je pense que oui, ça serait un échec de sortir. Bon, déjà, la Ligue des Champions, la phase de groupe, elle n'est pas finie. Il faut aussi rappeler quand même le calendrier chargé qu'a eu le Paris Saint-Germain. Hein. Je pense en premier lieu au Bayern et à City qui va aussi arriver dans les derniers jours. C'est pas un tirage facile, donc c'est pas forcément la pire équipe d'Europe quand on affronte les meilleurs durant ces phases de poule. Et tu parles des entraîneurs précédents, je pense que là on est parti sur un nouveau projet et Nasser et le board qatari l'ont assez expliqué. Depuis l'arrivée de Luis Enrique il y a 1 an et demi,
c'est plus l'objectif de passer en revue les entraîneurs, et cette fois on lui donne les pleins pouvoirs pour qu'ils réussissent. Donc je pense pas qu'un licenciement soit la meilleure des choses pour le PSG. Il faut laisser ce club se construire sur le long terme maintenant. Ok, je peux comprendre, et c'est vrai que je suis assez d'avis en général de donner de la continuité au coach, mais là je m'interroge quand même un peu sur la direction que prend le projet du PSG. Je veux dire, on n'est pas vraiment sur la pente ascendante. Il y aurait des résultats de plus en plus positifs, évidemment, j'aurais pu comprendre qu'on soit tolérant, mais là Luis Enrique il est quand même là depuis 1 an et demi. Alors même si la saison dernière a été plutôt une réussite avec plusieurs titres et une demi-finale de Ligue des Champions, il y a quand même cette déception de ne pas aller plus loin face à Dortmund, qui n'est pas non plus un cadre du foot européen. Et surtout depuis, c'est quand même compliqué. Le début de saison a été réussi en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est pas ça. Et même en championnat, les Parisiens commencent à voir un peu revenir leurs adversaires derrière eux. Donc je me demande un peu dans quelle mesure on peut continuer de faire confiance à Luis Enrique, qui a un rôle très important et beaucoup d'autorité dans ce projet, mais finalement, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il nous emmène. Je peux comprendre. Après, voilà, tu parles d'échec face à Dortmund, je pense que ça en est un en effet. Mais il ne faut pas oublier que si cette saison c'est plus compliqué, c'est aussi parce que sur l'attaque du Paris Saint-Germain, on perd quand même l'élément clé et l'élément déclencheur, c'est quand même Kylian Mbappé. Alors certes, il a un début de saison compliqué lui aussi du côté du Real, mais ça restait quand même le maître à jouer de cette équipe parisienne. Donc on remplace pas Mbappé comme ça dans une attaque. Donc je pense qu'il faut lui laisser du temps. On a un manque de joueurs au niveau là pour l'instant. Barcola n'est pas encore à la hauteur d'un Mbappé. Ça peut venir, peut-être pas. Peut-être que ça sera lui ou pas, on ne sait pas. Mais on ne peut pas blâmer pour moi Luis Enrique de ne pas avoir encore l'effectif au niveau de ce qu'il était l'année dernière. Quand on perd Mbappé, on ne peut pas le remplacer comme ça. Et ce n'est pas de la faute de Luis Enrique. Ça, c'est plus du côté de Campos. Et c'est peut-être lui le problème finalement de ce PSG. Alors, effectivement, j'entends que l'effectif du PSG est peut-être le plus faible qu'ils aient eu ces dernières années. Et là-dessus, Enrique n'a pas forcément la main. Mais en attendant, la manière dont lui gère son effectif est aussi réprochable. Il y a quand même des tensions avec plusieurs joueurs. Je pense à Dembélé qui a été sanctionné à 2 reprises cette saison. Il s'est retrouvé sur le banc après avoir été en retard à l'entraînement et après son carton rouge reçu face au Bayern. Il y a aussi le cas Kimpembe qui est a priori prêt, rétabli depuis 1 mois et demi et qui n'a toujours pas été convoqué par Luis Enrique. Le cas Kolo Muani peut aussi faire parler parce que c'est vrai qu'avec l'absence de Gonzalo Ramos, Luis Enrique a préféré jouer avec un faux neuf que titulariser Kolo Muani. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont un peu dans le flou avec Enrique, sans oublier Luis Campos, dont les relations avec le coach espagnol seraient de moins en moins bonnes selon l'équipe. Donc ça fait que pour tout ça, je ne suis pas sûr que Luis Enrique soit vraiment en odeur de sainteté du côté du PSG. Luis Enrique aurait donc besoin de plus de temps pour l'un, il a déjà dépassé son temps pour l'autre. En tout cas, chers auditeurs, j'espère que vous avez votre propre avis sur ce débat. J'espère que vous pourrez aussi interagir sur nos réseaux sociaux à ce sujet. C'est désormais l'heure du quiz. Corazón te gusta. How's the feeling of the game, of the match? ¿Qué te pensa? Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. La semaine dernière, chers auditeurs, vous n'avez malheureusement pas eu de quiz. C'est pourquoi nous allons remédier à ça tout de suite avec un tout nouveau format, pas du tout inspiré d'un jeu télévisé commençant par Tout le monde veut et finit par Prendre sa place. Les règles sont simples. À chaque question posée, vous avez le choix entre duo, 2 propositions de réponse pour 1 point, carré, 4 propositions de réponse pour 3 points, ou bien cash. Vous répondez directement pour obtenir 5 points, si c'est la bonne réponse. En cas d'égalité, après ces questions, nous passerons au tie-break avec un qui suis-je. Je suis donc entouré à ma gauche de Quentin et Pierre, et à ma droite de Romain et Léopold. Est-ce que vous êtes prêts, chers compétiteurs ? C'est parti. Nous allons tout d'abord commencer avec l'équipe de droite. Alors, question très simple. Quelle édition du Super Bowl verrons-nous en 2025 ? Duo, carré ou cash ? Carré ? Carré. Alors, première réponse, la 54e, deuxième, la 59e, troisième, la 61e, quatrième, la 69e. La 61e. Et non, c'était la réponse 2, la 59e édition qui se tiendra au Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Le 58e Super Bowl avait été remporté par les Chiefs de Kansas City face aux 49ers de San Francisco. À ma gauche maintenant, en Formule 1, Pierre Gasly a établi un record dont il peut être fier. Sa monoplace n'a subi aucun dégât commis de sa part et n'a rien coûté en réparation à son écurie. À l'opposé, quel pilote a coûté le plus d'argent en réparation à son écurie ? Duo, carré ou cash ? J'ai envie de tenter un cash, mais j'ai un doute. Est-ce qu'on tente cash ? Vas-y, cash.
C'est l'arbitre. Ouais, je suis désolé, j'ai Non, une attends, hésitation, il n'y a pas de timer. Il n'y a pas de timer, il n'a pas les réponses. J'attends un pilote. Je pense qu'on va dire en cash, on va dire Colapinto. Et malheureusement, non, c'était Sergio Pérez avec 4 861 000 $ de dégâts. Ensuite, donc, on retourne du côté de Romain et Léopold. Votre question, en combien de périodes se découpe un match de hockey sur glace? Duo, carré ou cash? Duo. Alors, il n'y a pas de découpe. C'est un match entier de 60 minutes ou en tiers-temps de 20 minutes. En tiers-temps de 20 minutes. Et en effet, vous gagnez donc 1 point. Donc, ça peut être la question décisive du côté de Quentin et Pierre. Votre question, les gars. On doit les Jeux Olympiques modernes au baron Pierre de Coubertin, inaugurés en 1896 à Athènes. Mais à partir de quel siècle apparaissent les Jeux Olympiques antiques à Olympie? Duo, carré ou cash? On va prendre le duo. Le duo, c'est 8e siècle avant notre ère ou 5e siècle avant notre ère? Pour moi, je dirais le 5e siècle avant notre ère, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est votre dernière réponse? C'est notre dernière. Et malheureusement, non. C'était le 8e siècle avant notre ère, en moins 776 d'après la datation traditionnelle. Ces jeux s'inscrivaient dans le cadre d'un festival religieux en l'honneur de Zeus et étaient le moyen de faire une trêve entre les cités grecques. Malheureusement, les gars, malheureusement, Quentin et Pierre, je suis désolé pour vous, vous avez perdu cette édition. Mais vous pourrez peut-être prendre votre revanche une autre fois. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Et Léopold et Romain, je vous félicite, évidemment. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup, c'était un plaisir. En tout cas, bravo et merci à tous d'avoir joué et de nous avoir écoutés. EJT Sport, c'est déjà fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Restez à l'affût pour nos commentaires en direct des matchs des équipes de Toulouse. Merci à Corentin, Quentin, Léopold, Daniel, Pierre et Romain que vous avez pu écouter. Carla et Théo à la régie. Corentin au montage. On se retrouve la semaine prochaine pour le 9e épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!